Bonjour. Aujourd'hui, moi et Marianne, nous allons vous parler du choc septique. C'est quoi le choc septique? C'est une défaillance circulatoire aiguë qui va apporter des problèmes hémodynamiques, métaboliques ou autres. C'est un choc qui va être distributif. Alors, il va avoir trop de... Le contenant vasculaire, il va trop augmenter pour le volume circulatoire. Puis ça, c'est une étape ultime avant la mort lors de plusieurs infections sévères. Ensuite, on va parler de l'épidémiologie. Les travailleurs de la santé estiment environ que 50% des personnes qui sont atteintes d'un choc septique vont en mourir. Dans cette vidéo, on va vous parler de la physiopathologie, des signes et symptômes, de la pharmacologie. On va vous faire un cas clinique. Ensuite, on va vous dire notre prise en charge en SPU. On va parler de la surveillance dans le camion, puis on va faire une petite conclusion. Ensuite, nous allons parler de la physiopathologie du choc septique. Alors, pour mieux l'expliquer, on va prendre un schéma que M. Tremblay nous a fait. Alors, pour qu'un patient fasse un choc septique, il faut qu'il y ait un milieu qui va être facilement... les infections vont facilement pouvoir rentrer. On va donner un exemple comme avec une plaie. Alors, premièrement, il faut qu'il y ait une infection locale initiale. Alors, comme on va continuer dans l'exemple de la plaie, qu'il y ait une infection qui rentre dans la plaie. Ensuite, il faut qu'il y ait une prise en charge qui n'a pas été assez suffisante. Fait que quelqu'un qui a justement une plaie, qui est infectée, puis que les personnes, ils vont pas assez prendre ça en charge. Ils trouvent que c'est pas assez important. Fait que l'infection va juste augmenter. Ensuite, il va y avoir une diffusion systémique de l'agent infectieux. Fait que l'agent infectieux, dans le fond, il ne va pas juste rester dans la plaie, il va se diffuser partout dans le corps. Fait qu'on peut parler de la plaie, puis ensuite, il pourrait aller dans le sang, puis après ça, dans les poumons, etc. Ensuite, il va y avoir une libération de toxines dans le corps qui va faire une vasodilatation diffuse. Ensuite, ça va apporter une augmentation de la perméabilité des capillaires. Puis, ça va faire une réduction de la précharge. Ensuite, il va y avoir une chute du débit cardiaque. Puis, l'état de choc est enfin installé dans le corps du patient. Ensuite, on va parler des signes et symptômes du choc septique. Alors, c'est quoi les signes et symptômes du choc septique? C'est simple, il y a deux catégories. Il va soit avoir les signes et symptômes banals, qui ne sont pas très graves, ou les super graves. Sinon, il va y avoir des signes et symptômes du choc septique que eux, ils sont vraiment urgents, puis on va les voir un petit peu plus loin. Fait on va commencer par ceux-là simples. Alors, les signes et symptômes principaux du choc septique sont la fièvre, les extrémités vont être froides et moites, il va y avoir une hypotension quand même sévère, la peau va être pâle, puis le patient, il peut avoir une altération de l'état de conscience. Mais vraiment, les deux signes et symptômes principaux du choc septique, ils vont être la fièvre puis l'hypotension. Ensuite, on va aller voir les signes et symptômes en situation d'urgence que eux, ils doivent avoir des soins automatiques. Alors, une détresse respiratoire que nous, on va pouvoir traiter soit avec un CPAP ou l'oxylateur ou le ballon masque. Sinon, il peut y avoir des arythmies qu'on peut observer lors du monitorage ou si on fait un ECG pour autre raison. Et sinon, il pourrait y avoir un arrêt cardio-respiratoire, que ça, nous allons faire des manœuvres de réanimation. Ensuite, on va parler de la pharmacologie. Alors, quel médicament prendre lors d'un choc septique? À l'hôpital, le patient va recevoir un antibiotique, alors soit le gentamicine. C'est quoi les indications de ce médicament-là? Dans le fond, c'est un médicament qui va se donner soit par intramusculaire ou intraveineux. C'est un médicament qui va traiter les infections dues aux bactéries sensibles, comme ceux-là du choc septique. Alors, les effets secondaires de ce médicament-là. Alors, il y a l'autotoxicité. Ça, dans le fond, ça va être une toxicité au niveau de la structure de l'oreille interne. Ensuite, il va y avoir de la toux. Ensuite, il peut y avoir de la néphrotoxicité. Ça va être une toxicité au niveau des reins. Ensuite, il va y avoir de l'hypomagnésémie. Puis ça va être un déséquilibre électrolytique. Fait qu'il va y avoir un faible taux de magnésium dans le sang. Puis les précautions qu'ils vont prendre pour ce médicament-là, alors c'est une bonne
posologie qui va être super importante. La vitesse d'administration, c'est un médicament qui ne doivent pas se donner rapidement, ils doivent se donner lentement. Puis la perfusion. Ensuite, c'est quoi les autres traitements en milieu hospitalier que les patients peuvent recevoir pour un choc septique? Alors, il peut y avoir une réanimation liquidienne intensive. Alors, les patients vont avoir des IV. Ensuite, il peut y avoir une excision chirurgicale des tissus infectés. Fait qu'ils vont se faire enlever les tissus de la plaie qui sont infectés. Ensuite, il peut y avoir un drainage du pus dans les plaies. Puis sinon, il peut y avoir des soins de support. Donc, avec les explications que Charlotte vous a données, pour que ça soit plus concret, on vous a inventé un cas clinique. Donc, vous êtes appelé pour une carte 30 Bravo 1. Donc, c'est féminin, 86 ans, alité dans un CHSLD. Au quick look, la patiente est couchée dans un lit sur le dos. Donc, les lits sont sécuritaires. Lorsque vous approchez de la patiente, ses airways sont dégagés, ouvertes puis perméables. Son breathing est rapide, en une amplitude superficielle et symétrique. La circulation, le pouls est rapide, il y a un retour capillaire lent et les extrémités sont froides. Lorsqu'on regarde si la patiente est orientée, elle est aucunement orientée. Quand on expose, on voit une énorme plaie de lit localisée au sacrum, puis qui semble très infectée. Donc là, on va prendre nos signes vitaux, et les signes vitaux sont ceux-ci. Donc, on a une fréquence cardiaque à 120, une respiration à 26, une tension artérielle à 90/60. Quand on prend sa température, est à 38,9. Quand on prend sa glycémie, est à 5,5. Et sa SpO2 est à 96%. Quand on ausculte, on entend des murmures vésiculaires normales. Donc, lorsqu'on fait notre OPQ RST Sampler, donc, la raison qu'on a, c'est une plaie de lit. Ce qui l'a provoqué, c'est qu'elle est restée couchée trop longtemps au même endroit. Quand on lui demande comment est sa douleur, sa sensation, elle nous dit que ça brûle puis que ça fait mal. Il n'y a pas d'autre endroit touché. Elle évalue la douleur à 8/10, puis ça fait une semaine que c'est là. Ses autres signes et symptômes, c'est de la fièvre, elle est hypotendue, elle a une tachycardie, une tachypnée, puis sa plaie est infectée. Elle est allergique au midazolam et aux bananes. Elle prend de l'aspirine et du métroprodol. Son passé médical, c'est de la haute tension et un infarctus. Elle a mangé ce midi, elle fait de la fièvre et la raison... Ce qui pourrait s'aggraver, c'est qu'elle pourrait mourir à cause de son choc. Donc, les interventions à faire sur cette patiente-là, ça serait important de la monitorer parce que elle est quand même probablement en choc. Donc, elle pourrait avoir des arythmies. Après, il faut prendre ses signes vitaux régulièrement parce que son état de conscience est quand même un peu altéré à cause de sa fièvre. Ensuite, ça serait l'évacuer rapidement, puis mettre un EPI parce que on ne sait pas si ça pourrait se transmettre. Donc, bien évidemment, cette patiente-là, on va aussi lui mettre de l'O2. Donc, on pourrait lui mettre une lunette à 4 litres. Puis aussi, on ne va pas la faire marcher. Donc, puisqu'elle est en CHSLD, on va pouvoir faire un transfert de son lit à notre civière sans effort pour la patiente. Et comme EPI, on va venir mettre la jaquette, les gants et le masque, puis nos lunettes. Donc, pendant le transport, pour le moment, notre patiente est stable, donc on va conduire de façon non urgente. Par contre, si, exemple, la patiente perd conscience ou on voit que elle tombe en difficulté respiratoire, par exemple en détresse ou en insuffisance, ben là, on va devoir changer notre façon de conduire à urgence. Ou exemple que ses signes vitaux se détériorent aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, exemple qu'elle tombe inconsciente, on va mettre nos pads, on va mettre une canule. Ensuite, on pourrait la baguer si elle respire en bas de 10 par minute.
Donc, on prendrait nos signes vitaux rigoureusement environ 5 minutes au cas où qu'elle se détériore. Donc, ça serait tout pour nos actions durant les transports. Donc, dans un cas comme celui-ci, c'est bien important de connaître notre physiopathe pour bien connaître la pathologie. Ensuite, de reconnaître les signes et symptômes principaux pour l'identifier rapidement et bien adapter notre prise en charge avec notre patient parce que la rapidité puis des bons gestes, ça peut vraiment changer les choses. Malgré qu'on ne peut pas donner des médicaments sur cette patiente-là, c'est quand même important de connaître ceux qu'on pourrait lui donner au CH ou ceux-là qu'elle prend en ce moment pour les transmettre au médecin lors de l'arrivée à l'hôpital. Donc, c'est aussi vraiment important de mettre notre EPI parce qu'on pourrait transmettre quelque chose à la patiente ou attraper quelque chose. Puis ensuite, on pourrait devenir des foyers puis donner ça à d'autres personnes. Merci d'avoir écouté la vidéo.